Le monde entier célèbre le 23 avril de chaque année la journée internationale du livre et du droit d'auteur. La ministre de tutelle a adressé un message à la nation à Kinshasa. Cette célébration a coïncidé avec le 7e anniversaire de l'association Nous et le livre qui encadre les enfants à aimer la lecture et le vernissage de 5 ouvrages. Combien coûte un passeport en République démocratique du Congo? Comment l'obtenir et auprès de qui? Autant des questions qui demeurent sans réponse. C'est un désordre organisé qui s'observe à la direction de la chancellerie du ministère des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères tape du poing sur la table et remet chacun à sa place. Et c'est de lueur d'espoir pour les femmes de l'Ituri. Elles viennent de reprendre leurs activités agro-pastorales dans le territoire d'Irumu à Walissé. Précisément, ceci est le résultat de la mission de pacification de l'opération militaire contre les ADF. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Un invité dans ce journal, il s'agit du ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela. Avec lui, nous allons parler des consultations nationales sur la justice transitionnelle. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame Sandra. Nous revenons à vous tout à l'heure. Merci. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné ce samedi à l'hôpital du Cinquantenaire devant la dépouille mortelle du juge constitutionnel Mongoul Tapangane, ancien procureur général de la République à l'hôpital du Cinquantenaire. Regardez. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont perdu un de leurs dignes et loyaux officiers, le général de brigade Yaoundé Kembe. Ce samedi 23 avril, des officiers, sous-officiers et la famille de l'illustre disparu se sont retrouvés à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour le recueillement devant la dépouille du défunt avant l'inhumation. Le père de la nation, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aménagé son agenda de la journée pour venir rendre le dernier hommage à ces vaillants officiers des FRDC décédés au champ d'honneur à Kamumbo, dans le territoire de Fizi, le 27 décembre 2021. Sa dépouille a été gardée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Le président de la République s'est incliné en signe de recueillement devant le corps de feu le général de brigade. Il a ensuite salué la veuve et les enfants de Yaoundé Kembe avant d'être installé et de suivre le déroulé de la cérémonie funéraire. Feu Yaoundé Kembe quitte la terre des hommes après une existence de fidélité et de loyauté pendant 34 ans de service au sein des forces armées de la RDC. Il a été élevé à titre posthume au grade de général de brigade par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. Après l'horizon funèbre, l'on a procédé à la lecture de l'ordonnance de reconnaissance de grade du général de brigade Yaoundé Kembe. Afin de quitter l'assistance, le président de la République est allé adresser quelques mots d'encouragement et de réconfort à la famille biologique de l'illustre disparu. Feu le général Yaoundé Kembe sera inhumé à Kolwezi, au Lualaba. Vous avez corrigé avec moi que le président de la République s'est incliné devant la dépouille mortelle de l'officier supérieur des FARDC, feu le général de brigade de Yaoundé et Kembe. Entre reddition inconditionnelle et frappe de forces militaires régionales, les groupes armés qui opèrent dans les provinces de l'Est de la RDC ont un choix à opérer. Les consultations voulues par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la communauté de l'Afrique de l'Est ont démarré ce samedi. Un groupe d'armées qui a fait parler les armes a été écarté de la salle sur exigence des émissaires du chef de l'État de Nairobi. Suivez ce duplex de Giscard Koussema. C'est dans un hôtel de Nairobi que la première rencontre de consultation entre le groupe d'experts désigné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les premiers groupes armés arrivés à Nairobi a eu lieu ce samedi 23 avril.
Tout avait bien démarré à la mi-journée sous la facilitation du Kenya et des observateurs venus du Rwanda, du Burundi, du secrétariat général de la communauté de l'Afrique de l'Est et ceux du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. D'entrée des jeux, les modérateurs du Kenya avaient circonscrit les cadres de ces entrevues en précisant que cette séance était la matérialisation de la détermination du président Félix Tshisekedi, chargé par le dernier sommet du 21 avril du volet militaire, à donner une dernière chance aux groupes armés congolais locaux de procéder à une reddition inconditionnelle plutôt que de subir la loi de la force militaire régionale. Les chefs de la délégation gouvernementale, les mandataires spéciaux du chef de l'État, Serge Tshibangou, a lui aussi transmis fidèlement les messages du président Tshisekedi, un message soutenu par tous les 5 chefs d'État de la région à travers leurs communiqués. Après le premier tour de table, observateurs et groupes armés ont chacun loué cette initiative. Le représentant des groupes armés ont par exemple déclaré, je cite, « Nous n'avons pas l'intention de combattre le régime de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, étant donné que lui et nous avons combattu le régime passé, lui par une lutte politique et nous par une lutte armée. » Fin de citation. Ils l'ont même félicité pour l'intégration de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est. Tout allait donc bien dans une ambiance très détendue jusqu'au moment où plusieurs sources officielles ont confirmé la reprise des combats dans les Nord Kivu par le M23 du tandem Bertrand Bisimwa-Makenga. Les émissaires du président de la République ont demandé et obtenu la sortie de la salle des 3 délégués de ces mouvements armés. L'argumentaire de ces groupes engagés dans 2 voies incompatibles n'a pas fait plier Serge Tshibangou, Claude Ibalanki, le général François Kabamba ainsi que d'autres experts restés fermes. Ce soir, la facilitation kenyane a confirmé l'arrivée ce week-end à Nairobi de plusieurs autres groupes de l'Ituri, Nord et Sud Kivu. Entre reddition inconditionnelle et frappe de la force militaire régionale, à chacun de choisir, de Nairobi jusqu'à Kusema pour la RTNC. La 50e réunion du Conseil des ministres a vécu hier vendredi en distanciel. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour figure la couverture santé universelle, une vision du chef de l'État pour faciliter l'accès aux soins de santé de qualité à la population. Voici un extrait de la ministre de la Culture et des Arts. Le Premier ministre a rappelé qu'à la 38e réunion du Conseil des ministres, la couverture santé universelle a été décrétée une cause nationale. Cette réforme permettra en effet à l'ensemble de la population congolaise d'accéder aux services de soins préventifs, curatifs, palliatifs, de réadaptation et de promotion de santé, conformément à la vision sociale de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Pour ce faire, plusieurs étapes ont été déjà franchies pour rendre effectif ces projets de haute portée historique, notamment la mise en place d'un cadre institutionnel devant régir la couverture santé universelle en République démocratique du Congo par la signature de l'ordonnance numéro 21/032 du 1er juin 2021 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de couverture santé universelle, CNCSU. La validation du plan stratégique national de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo au cours de la première session extraordinaire du comité de pilotage du Conseil national de la couverture santé universelle, présidé par le chef de l'État le mardi 7 décembre 2021. La validation de la feuille de route qui prévoit le démarrage effectif des activités après la création des 5 établissements d'appui à la couverture santé universelle. Au Katanga, où le Premier ministre poursuit son séjour de travail, ce samedi, Jean-Michel Samaloukonde a reçu une délégation des associations socio-culturelles et celle des chefs coutumiers pour des sages conseils et des orientations. Pati Tondouangou, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala.
Voir les communautés katangaises et kassaïennes vivre ensemble dans une cohabitation pacifique, c'est le leitmotiv de la mission du Premier ministre dans la province du Haut-Katanga. En séjour à Lubumbashi, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a échangé avec la délégation des représentants des associations socio-culturelles du Grand Kasaï, conjointement avec les autorités traditionnelles de cet espace. En tant que chef du gouvernement, soucieux de voir la paix régner dans cette province, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a exhorté ses hôtes à vivre en harmonie et en paix, sans laquelle il n'y a pas de développement. L'opinion doit retenir que nous avons retenu qu'il faut qu'il y ait la paix parce que tout le monde a besoin de la paix et qu'on puisse structurer et organiser les domaines économiques afin de pouvoir freiner ou améliorer les conditions de l'exode rural. Le chef coutumier de Kabea Mwanga du Kasaï oriental est revenu sur les pistes de solutions pour aider ces deux communautés à vivre ensemble. Donc, nous avons parlé avec son Excellence le Premier ministre, c'est concernant la paix dans les deux provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Donc cette conférence vraiment nous dit que vraiment il faut vraiment s'intégrer. Donc la communauté du Grand Katanga doit s'intégrer au problème du Grand Kasaï et le Grand Kasaï doit vraiment s'intégrer. Puisque pour nous, en tant que chef coutumier, c'est la paix. C'est la paix. Donc nous recevons nos frères du Grand Kasaï, ils viennent ici, c'est dans la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, celui de l'Équateur ou du Grand Kasaï ne peut pas habiter le Grand Katanga, non. Donc pour nous, en tant qu'autorité traditionnelle, c'est vraiment la paix. Et ce que nous voudrons quand même, c'est s'intégrer aux us et coutumes de la province du Haut-Katanga. Non, la réaction était positive. Il nous a conseillé que non, d'ici quand on va commencer la table ronde, il va intégrer toutes nos préoccupations. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge tient à tout prix à restaurer la quiétude et la bonne entente de toutes les communautés vivant dans le Haut-Katanga. Il faut à tout prix enterrer la hache de guerre entre frères kassaïens et katangais. Les deux parties en conflit se sont retrouvées autour d'une table ronde qui a ouvert ses portes hier à Lubumbashi sous la houlette du chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde qui ne lésine pas sur les moyens pour la réussite de ses assises sur la paix. Cadre choisi, le gouvernorat du Haut-Katanga. Pati Tondouangou, Marcel Mobenga, bienvenue au Sala. La table ronde sur la réconciliation intercommunautaire entre Katangais et Kasaï est lancée l'heure et aux directives. Le Premier ministre a réuni ce samedi 23 avril 2022 au gouvernorat du Haut-Katanga, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, les gouverneurs des provinces et les présidents des assemblées provinciales des deux parties en conflit, à savoir du Haut-Katanga et du Grand Kasaï. Jean-Michel Samalukonde Kyenge a donné des orientations stratégiques pour la poursuite des travaux qui ont débuté le vendredi 22 avril 2022 à Lubumbashi. Sont concernés en premier ces gouverneurs et ces présidents des assemblées provinciales parce que tout ce qui devra être décidé par ici le sera en exécution par les assemblées provinciales qui devront, quand en ce qui les concerne, prendre des édits susceptibles de permettre à ce que la situation socio-économique de ces deux provinces-là puisse changer. Et il reviendra naturellement au gouverneur de province, chef des exécutifs provinciaux, de pouvoir les mettre en exécution. Voilà pourquoi le Premier ministre a bien voulu les réunir. Ces assises ont entre autres comme objectif la recherche de la paix et du vivre ensemble en République démocratique du Congo. Et puis, ce vocable justice transitionnelle, vous l'avez sûrement entendu plusieurs fois, mais qu'est-ce que cela signifie? Une petite explication à travers ceci. De la loi. Justice transitionnelle égale droit à la vérité, réparation, justice et garantie de non-répétition. Nul n'est au-dessus de la loi. Justice transitionnelle égale droit à la vérité, réparation, justice et garantie de non-répétition.
vous l'avez dit à l'ouverture de ce journal que nous recevons pour vous le ministre des Droits humains, Monsieur Albert Fabrice Pouela. Bonsoir encore une fois. Bonsoir madame. Nous avons compris un tout petit peu la signification de la justice transitionnelle, mais nous revenons sur les images de la table ronde. Une réaction? Merci beaucoup. Premièrement, je tiens à saluer la tenue de cette table ronde au niveau du Grand Katanga. Voyez-vous, la justice transitionnelle s'occupe des crimes de masse, des crimes que nous avons connus de par le passé. Dans presque toutes les provinces de la République démocratique du Congo, nous avons connu des grands conflits qui ont entraîné mort d'hommes. L'État nous ferait défaut de parler des grands dossiers Kamwena Sapu qui a entraîné plusieurs morts, des Yumbi, des Bundudia Congo, au Nord Kivu, au Sud Kivu, Makobola et consorts, même les conflits entre Emma et Lendu. C'est par le passé, nous voulons conjurer le sort pour réparer les plaies, les blessures que les différentes communautés ont eu à connaître. Et aujourd'hui que le Premier ministre anticipe pour éviter qu'il y ait d'autres crimes graves ou d'autres atrocités entre des communautés, nous ne pouvons que saluer. Au fait, c'est prévenir d'autres conflits. Nous saluons cela et nous souhaitons plein succès. Nous devons comprendre, c'est Martin Luther King qui l'avait dit à son temps, que nous devons apprendre à vivre comme des frères. Oui, apprendre à vivre comme des frères. Pour ne pas mourir comme des idiots. Justement, vous avez lancé les consultations nationales de la justice transitionnelle à travers les provinces. Qu'en était-il exactement? Effectivement, la justice transitionnelle procède justement à ces soucis de vouloir réparer les blessures que collectivement, à travers des communautés ou individuellement, les populations ont eu à connaître. Nous avons cité les graves crimes qu'on a connus et c'est à travers les Nations Unies qu'il avait été décidé justement que pour des pays post-conflit, il puisse être mis en application la politique de la justice transitionnelle. Non seulement aux Nations Unies, mais aussi l'Union africaine que venait de présider de mettre son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Pendant sa présidence en 2019, il avait été décidé justement l'implémentation de la justice transitionnelle dans les pays post-conflit. Et cela a été réceptionné aussi par notre gouvernement en Conseil des ministres au mois d'août 2020. Et c'est cette justice transitionnelle justement, au lieu qu'elle parte d'en haut, elle doit partir par les bas. Il faut consulter le peuple. Quel genre de réparation? Parce que vous avez suivi, il faut connaître la vérité. Lorsqu'on connaît la vérité, il faut réprimer. La justice transitionnelle combat l'impunité. Et lorsqu'on connaît l'impunité, il faut réparer. La réparation peut être individuelle comme collective. Et il faut donner des garanties de non-répétition. Alors, pour cela, pour connaître quel genre de justice transitionnelle il faut consulter justement ces peuples. Il faut consulter les différentes victimes. Parce que les besoins ou les soucis des victimes de Mwenga où les dames ont été enterrées vivantes ne sont pas les mêmes que les besoins des victimes de Bundudia Congo ou les victimes de Emma et Lendu ou les victimes de Kamwena Sapu. Il faut les consulter parce que ça partira de la base. Et lorsque nous aurons fini ces consultations nationales, une politique globale de la justice transitionnelle, déjà que ces consultations nationales ont été lancées à Kalemi, à Chikapa, à Goma et au Congo central de manière échelonnée et par juste un échantillon, nous avons lancé officiellement ces consultations nationales qui vont se poursuivre. Donc nous venons ici pour dire aux compatriotes qu'ils vont constater dans les différentes provinces qu'il y aura des compatriotes qui vont arriver justement, des superviseurs et des enquêteurs pour poser des questions, pour connaître quel genre de justice transitionnelle on veut. Voilà les consultations. Ça, ils vont le faire, mais à quand l'effectivité de la justice transitionnelle dans notre pays? Oui, l'effectivité de la justice transitionnelle, justement, c'est lorsqu'on aura fini les consultations, qu'on va déjà maintenant, avec le volet vérité, de plus en plus, on est en train de procéder à ces devoirs de mémoire, à faire connaître ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé. Et aussi, la justice, vous avez suivi qu'il y a des vieux dossiers qui ont refait surface.
On a repris les procès Kamwina Sapou, les procès Chebeya, mais aussi il y aura un procès pour la ville de Kinshasa avec les charniers de Maluku dont on a beaucoup parlé, les dossiers Bunduria Congo, les dossiers aussi des Mwenga et consorts plusieurs. Il y en a tellement, lorsqu'on aura fini, et excusez-moi, la République démocratique du Congo aura cet avantage justement d'innover avec un fonds national de réparation en faveur des victimes des crimes sexuels et autres crimes graves. Avec cela, c'est ce qui va nous aider avec l'implication du chef de l'État, de la première dame, du ministère de la Justice et l'accompagnement du bureau conjoint. Nous irons rencontrer justement ces différentes victimes après consultation pour réparer les crimes graves. Nous comprenons qu'il y a tellement de la matière, monsieur le ministre. Bien sûr. On aura le temps d'aller dans le plus ample détail. Oui, je vous en prie. Pour l'instant, nous vous disons merci d'avoir accepté l'invitation de la RTNC. C'est plutôt nous qui vous remercions. Nous rappelons là que nous recevons pour vous le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela, qui est venu parler justement de la justice transitionnelle. Poursuivons ce journal en Ituri, une lueur d'espoir pour les femmes de la sous-région de Oualissé, en territoire d'Irumu. Elles viennent de renouer avec les activités agro-pastorales et c'est le fruit de la mission de pacification de l'opération militaire contre les rebelles ADF dans cette partie de la République. Junior Selemani. La traque des ADF au sud d'Irumu passe à une vitesse supérieure. Moyo, l'un des derniers bastions de ces terroristes et leurs alliés dans la chefferie de Walese-Vonkutu, désormais récupéré par les forces loyalistes après d'intenses bombardements le lundi 18 avril dernier avec l'appui de la MONUSCO. Cette opération a ouvert la voie aux agriculteurs de la région, leur permettant d'accéder à leurs champs, jadis inaccessibles. Deux femmes paysannes salient les actions de l'armée. Lakini sasa tunaanza weza kuingia kupori kwa sababu wale basoladi tunapata wale badui paka mpori wanaenda babombarde badui wanakimbia, sisi tunaweza kufika. Ndio sisi tunashukuru sana na kazi yao. Tunasema Mungu azidi kubaletea nguvu na uwezo juu kupika wale badui juu batuachie njia yetu wazi. C'est depuis le lundi 18 avril 2022 que les forces armées sous le commandement du général Mugisa Moulek mènent des opérations conjointes avec le FBI de la MONUSCO contre les ADF et leurs alliés dans la région de Moyo. Des opérations qui font suite à la promesse faite par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, lors d'un meeting tenu à Commanda Centre il y a quelques mois, comme qui dirait, chose promise, chose faite. Quoi qu'il en coûte, l'armée est déterminée à restaurer la paix dans cette période de l'état de siège. Combien coûte un passeport en République démocratique du Congo? Comment l'obtenir et auprès de qui? Des questions difficiles à répondre suite à un désordre criant qui règne à la chancellerie du ministère des Affaires étrangères. Pour mettre fin à tous ces bobos, le secrétaire général aux Affaires étrangères a réuni tous les agents de ces directions de Resmo-Zotamboué. Le désordre épatant à la direction de chancellerie du ministère des Affaires étrangères, l'affirmation est du secrétaire général aux Affaires étrangères, Joska Kabongo, qui réunissait cette direction. Combien coûte officiellement un passeport en République démocratique du Congo? Quelles sont les étapes à franchir pour l'obtention d'un passeport? Auprès de qui faudra-t-il s'adresser pour obtenir un passeport? Des questions auxquelles les Congolais peinent à répondre clairement. Les agents se transforment en courtiers et chacun donne le prix à la tête du requérant. Nous apprenons que les passeports, les gens dépensent plus de $99 pour l'avoir. Alors nous avons réfléchi, échangé ensemble pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour décourager les commissionnaires, comme on les appelle, ou les intervenants qui viennent s'interposer entre les requérants et les services qui s'occupent de la gestion des passeports. Le secrétaire général n'a pas gardé sa langue. Il a accusé les agents du ministère et ceux d'autres ministères de compliquer la procédure de telle manière que les demandeurs cèdent à tout montant. Il a donné 1 mois pour que les désordres qui ont élu domicile dans cette direction puissent prendre fin. Le vice-premier ministre
ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, s'est engagé à améliorer les conditions de travail et les agents doivent s'engager à l'éthique. Gouvernement, employeurs, travailleurs de la fonction publique étaient autour d'une table lors de la 36e session du Conseil national du travail. Ils viennent de mettre en place une série de recommandations pour améliorer les conditions de travail des agents et cadres de la fonction publique. Regardez. 10 jours, comme le prévoit la loi des travaux intenses, la tripartite gouvernement, employeurs et travailleurs ont travaillé d'arrache-pied et de manière consensuelle lors de cette première session extraordinaire pour la mise en œuvre d'une politique de l'emploi et du travail décent en RDC. En effet, les efforts fournis de part et d'autre dans l'abnégation ont permis d'obtenir un large consensus sur les résolutions formulées au terme de ces assises, à savoir l'accès aux soins de santé, y compris les travailleurs à travers l'adhésion de tous les bancs au processus de la couverture santé universelle. La mise en place d'un Conseil supérieur de l'emploi a une incidence directe dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle en République démocratique du Congo, adoptée jadis par le gouvernement. La requalification de la durée des recours administratifs qui normalement était de 10 jours pour saisir l'autorité de tutelle et de 15 jours pour sa décision à 90 jours, non seulement du déficit de couverture par les établissements, de l'étendue de la République, mais aussi l'indisponibilité des outils nécessaires de technologie, d'information et de communication. L'avis favorable du Conseil national du travail a octroyé un jour férié au prophète Simon Kimbangu dans sa lutte pour la libération de l'homme noir et la dignité de son identité à travers le monde. C'est ici l'occasion de féliciter le chef de l'État et de lui exprimer toute notre reconnaissance pour la considération qu'il a pu accorder au Conseil national du travail. Plus de tâtonnements pour entamer le processus auprès du Conseil d'État. La campagne de vulgarisation sur la mission et les compétences de cette juridiction lancée il y a peu vient de fermer ses portes. Au bout de 5 jours, la campagne de vulgarisation sur la mission du Conseil d'État a convaincu sa cible. Les justiciables sensibilisés se sont dit outillés pour saisir la haute juridiction de l'ordre administratif au moment opportun. Dans cette démarche, l'expertise des éminents juristes a été mise à profit. Un juge administratif qui n'est pas très connu de l'ensemble du public, quant au Conseil d'État, comme il juge les actes des autorités, les actes de l'administration, c'est ainsi qu'on ne les connaît pas, parce que tout le monde veut voir avec tambour battant le Conseil d'État s'en prendre aux paisibles citoyens. Non, le Conseil d'État est là comme une machine juridictionnelle qui protège les citoyens. Cette initiative bénéficie de l'attention des personnalités, d'où la présence du deuxième vice-président du Sénat à cette cérémonie de clôture. Pour le premier président du Conseil d'État, Félix Vundwawe, la campagne a atteint ses objectifs, tout en remerciant les participants et les orateurs. Qu'au terme de nos 5 jours d'échange, le Conseil d'État n'est plus une juridiction totalement inconnue du public. Même si, je dois le reconnaître, nous n'avons pas pu atteindre le plus de ces justiciables. Mais c'est pourquoi nous devons le faire bientôt. Voilà pourquoi les portes de la plus haute juridiction de l'ordre administratif resteront ouvertes. Toutefois, la vulgarisation va se poursuivre sur les sites internet du Conseil d'État et sur ses plateformes numériques. Une récompense à titre posthume. Un ancien juge de la Cour constitutionnelle, Bolikarpo Mongoulou, vient d'être admis à l'ordre national de héros nationaux Kabila Lumumba au rang de grand officier. Cette récompense lui a été octroyée à la chancellerie nationale Bobo Samba et Félix Zaloumetidantou. Le général-major André Matouté Zoulois qui s'est adonné à cet exercice de la décoration. Au nom du chef de l'État, Polycarpe Mongoulou Tapamagé a été admis à titre posthume dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au rang de grand officier par une ordonnance présidentielle. Au nom du président de la République démocratique du Congo, grand chancelier
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous faisons à titre posthume grand officier de l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, pour vos éminents et loyaux services rendus à la nation congolaise. La salle funeste, constituée des différentes personnalités, avait pris connaissance de l'ordonnance admettant celui qui fut juge à la Cour constitutionnelle dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Document lu par le conseiller administratif du chancelier des ordres nationaux, le colonel Roger Béou. S'en est suivi une série de témoignages, dont celui du professeur Jean-Chrétien Ekambo, venu représenter la famille de l'illustre disparu. Il va dans ses propos remercier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que la République pour cette reconnaissance nationale. Bien avant, la Cour constitutionnelle ainsi que l'Ordre des avocats avaient rendu hommage au juge Polycarpe Mongoulou. Décédé à l'âge de 77 ans, le défunt juge sera inhumé à l'Issala ce dimanche 24 avril 2022. Une messe d'action de grâce a été célébrée hier en mémoire de Monseigneur Gérard Mulumba, 2 ans après sa disparition. Ses proches gardent de lui ce souvenir d'un homme sensible au malheur des autres. Modesto Bahati Lukubo, président du Sénat, a assisté à cette messe à l'église Sainte-Anne. Il a reçu le cadeau du chef de l'État des mains du célébrant du jour, Guélor Kimpianga et Denis Pouki. À l'occasion du 2e anniversaire de la disparition de Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba, une messe d'action de grâce a été célébrée le vendredi 22 avril 2022 en la paroisse Sainte-Anne, dans la commune de la Gombe, à l'initiative de la maison civile du chef de l'État. Le célébrant a à cette occasion vanté les qualités de l'illustre disparu qui était sensible au malheur des autres. Le chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Bruno Miteo, a souligné l'importance de pérenniser les valeurs prônées par son prédécesseur pour les générations futures. Le président du Sénat, Modesto Bahati Lukwebo, qui était présent à cette célébration eucharistique, a réceptionné le cadeau du chef de l'État, lui remis par le célébrant du jour comme étant l'un de ceux qui ont bénéficié de l'encadrement de Monseigneur Gérard Mulumba, d'heureuse mémoire. Le docteur Bruno Miteo a exhorté le président du Sénat à continuer de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lourde et exaltante mission de conduire la RDC vers un avenir meilleur. Honorable président du Sénat, je sais que vous êtes un chrétien catholique fervent. Vous n'avez jamais manqué à une manifestation, à une célébration eucharistique. Vous êtes réellement proche de l'Église catholique et nous admirons véritablement votre foi, votre façon de vivre. Nous vous exhortons et nous vous demandons de soutenir notre président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ces lourdes charges en cette période que nous vivons ici. Pour rappel, Monseigneur Mulumba Kalemba, oncle paternel du président de la République, était l'ancien archevêque du diocèse de Mweka. La mort l'a arraché à l'affection des siens le 15 mars 2020, alors qu'il assumait la fonction de chef de la maison civile du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour finir, les élections des gouverneurs dans certaines provinces sont prévues le 6 mai prochain. En prélude de cette échéance, tous les candidats au poste des gouverneurs de la province du Congo central se sont réunis avec quelques notabilités de ce coin. Aujourd'hui à Kinshasa, une rencontre d'encouragement qui vise l'unité et la cohésion de tous les nés congolais, Voka et Didier Amissi. Les élections des gouverneurs, nous l'avions dit, dans certaines provinces sont prévues le 6 mai prochain. Et bien, en prélude de cette échéance, tous les candidats au poste des gouverneurs de la province du Né-Congo et du Congo central se sont réunis avec quelques notabilités de ce coin du pays. Regardez. Les 22 candidats, filles et fils de la province du Congo central, en course pour le gouvernorat. Il faudra donc pour les notables d'éviter toute fissure malgré les divergences idéologiques des uns et des autres. Et d'abord, le nombre a fait peur aux gens. Mais pour un seul poste, il doit y avoir 22
qui doivent concourir. Sur 22, il y a un seul qui va passer et 21 ne passeront pas. D'où on doit pacifier les esprits, expliquer les uns les autres que nous sommes des frères et que ce n'est pas bon qu'après les élections qu'il y ait encore des problèmes. Après avoir reçu les conseils de sages et de ceux qui ont vécu et dirigé avant cette province, quelques candidats gouverneurs en bon élève s'expriment. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes entourés par les nôtres. Nous les candidats, nous sommes les Congo, nous ne devons pas briser ce qui nous unit, mais nous devons compétir de façon saine, de sorte que la personne qui sera gouverneur puisse donner le meilleur d'elle-même. Elle est très nécessaire pour nous remettre à plat par rapport à un certain comportement que nous devons adopter pendant la campagne, mais aussi et surtout après la campagne. Cette rencontre d'encouragement et de pacification avec tous les candidats au poste de gouverneur du Congo central a été appréciée à juste titre. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Irumu, en Ituri. Merci de votre fidélité. Demain 20h, Patrick Michel Moukouy. Excellent week-end à toutes et à tous et à très vite, Inch'Allah.